Je ne m'attendais pas à ce que le dîner de Noël se termine par moi à terre. Un instant, je tirais ma chaise, et l'instant d'après, la main de mon beau-père, Marc, s'est posée sur mon épaule et m'a poussé assez fort pour me couper le souffle. Il m'a toisé en disant « Cette place est réservée à ma vraie fille. Dégage !» La pièce s'est figée. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Je me suis relevée lentement, sentant un goût métallique dans ma bouche et la chaleur monter dans ma poitrine. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'avant la fin de la soirée, j'allais faire en sorte que cet instant change sa vie à jamais. J'aimerais pouvoir vous dire que ce moment à la table de Noël est sorti de nulle part, que mon beau-père avait pété les plombs pour la première fois et que tout le monde était aussi choqué que moi. Mais la vérité est que les familles ne se brisent pas en une seule nuit. Elles se fissurent de petites manières silencieuses bien avant que quiconque n'entende le bruit. Je vis avec lui depuis mes 13 ans. Ma mère, Sophie, l'a épousé après une année de relation éclair, la présentant comme son occasion de prendre un nouveau départ. Pour elle, c'était probablement le cas. Pour moi, cela signifiait apprendre à me faire toute petite dans la maison même qui était censée être un refuge. Il ne criait jamais, ne jurait jamais. Il n'en avait pas besoin. Son silence était assez tranchant. Un sourcil levé par-ci, un sourire pincé par-là, un commentaire sur la vraie famille laissé tomber exactement au moment où il savait qu'il ferait mouche. Maman balayait toujours ça d'un revers de la main, il fait de son mieux, tu es trop sensible, tu analyses trop les choses. J'ai entendu ces phrases tellement de fois qu'elles sont devenues un bruit de fond, comme le bourdonnement du vieux radiateur de ma chambre d'enfant. À 22 ans, j'avais perfectionné l'art de prendre le moins de place possible. Les fêtes étaient le pire. Toute une maison décorée comme dans un magazine, mais chaque pièce semblait plus froide que l'hiver dehors. Sa fille, Camille, était sous les feux des projecteurs. Elle ne faisait rien de mal. Elle existait simplement dans la lumière qu'il avait créée pour elle. Et pas moi. Pourtant, je continuais à revenir. Pas pour lui, mais pour ma mère. Parce qu'une partie de moi croyait que si j'essayais assez fort, si je restais assez longtemps, peut-être qu'elle me verrait enfin moi, au lieu de la version qu'il avait peinte. Ce Noël-là était censé être simple, dîner, cadeau, sourire forcé. J'avais même répété des réponses polies dans la voiture en venant, juste pour éviter de lui donner quoi que ce soit qu'il puisse interpréter comme de l'impertinence. Mais la tension m'a frappé dès que j'ai franchi la porte. Il m'a à peine regardé. Ma mère m'a tendu une assiette sans croiser mon regard. Camille était déjà assise à l'extrémité de la table, la place que j'avais prise chaque année depuis le collège. J'aurais dû reconnaître le piège. Quand il m'a poussé, cela ne m'a pas seulement fait tomber physiquement. Cela a fait tomber la dernière illusion à laquelle je m'accrochais, celle que rester silencieuse me protégerait. Alors que je me redressais, brossant les aiguilles de pin de mon pull, une seule pensée s'est installée, froide comme la glace, assez. Le silence s'est fait dans la pièce après qu'il m'ait poussé. Mais ce silence n'était pas protecteur. C'était le genre que les gens utilisent lorsqu'ils attendent de voir combien d'humiliations vous allez avaler avant que vous ne rendiez les choses inconfortables pour eux. Ma mère a eu un hoquet, mais pas comme une mère qui voit son enfant blessé. C'était le halètement aigu de quelqu'un gêné que l'incident ne reste pas soigneusement sous le tapis, où elle le préférait. Elle a attrapé une serviette comme si elle pouvait effacer ce qui venait de se passer d'un coup de tissu. « Léa, chérie, va juste t'asseoir ailleurs », a-t-elle murmuré, les yeux faisant des allers-retours entre lui et moi, comme si j'étais celle qui avait commencé. Camille fixait son assiette, faisant semblant d'ajuster son bracelet. Elle n'était pas cruelle, juste trop habituée à être la fille qui méritait d'être défendue. Je me suis relevée, les paumes picotantes d'avoir frappé le parquet. Mon beau-père n'a même pas bronché. Il se tenait au-dessus de moi, les épaules carrées, les mains toujours agrippées au dossier de la chaise qu'il m'avait arrachée, sa voix coupant la tension. « J'ai dit ce que j'ai dit », a-t-il répété. « Cette place appartient à ma vraie fille. » Vrai. Ce mot brûlait plus que la chute. J'ai lissé mon pull, forçant ma voix à rester calme. « Tu aurais pu simplement me demander de bouger. » Il a eu un petit sourire satisfait. « Tu n'écoutes jamais à moins que quelqu'un ne soit clair. » Voilà, c'était la vérité. Il n'a jamais pris la peine de la cacher. Il ne voulait pas me corriger. Il voulait m'humilier.
Ma mère s'est précipitée avec un rire tremblant. Ne gâchons pas Noël, Léa. Il y a une chaise près de la fenêtre. La chaise près de la fenêtre. Loin de la table. Loin de la conversation. Loin de faire partie de cette famille. J'ai senti mon pouls battre dans mes oreilles. Pendant des années, je m'étais convaincue qu'endurer des moments comme celui-ci était plus facile que de les affronter, que maintenir la paix signifiait maintenir la famille unie. Mais en regardant la table, lui, ma mère, la complicité silencieuse de chaque personne présente, j'ai senti quelque chose basculer, pas de la rage, pas même de la douleur, juste de la clarté. Je me suis dirigée vers la cuisine au lieu du siège près de la fenêtre. Mes mains tremblaient lorsque j'ai attrapé mon manteau. Ma mère m'a suivi, murmurant « Ne fais pas de scène ». Je me suis tournée vers elle, les mots sortant de ma bouche avant que je ne puisse les retenir. Il m'a poussée devant toi et tu t'inquiètes d'une scène ? Elle a cligné des yeux, stupéfaite et sans voix. Derrière elle, je pouvais toujours l'entendre rire doucement avec Camille, comme si rien ne s'était passé, comme si je n'étais rien. C'est ce moment-là, la seconde exacte, où j'ai senti la rupture. Un craquement net à l'intérieur de moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit, tu vas le regretter, assez doucement pour que seule ma mère entende. Je ne le menaçais pas. Je choisissais enfin de me prioriser. J'ai conduit pour rentrer chez moi ce soir-là, les deux mains crispées sur le volant, les lumières de Noël se brouillant à travers mon pare-brise comme de l'aquarelle étalée. Je ne pleurais pas. Je pensais que je le ferais, mais il n'y avait plus rien à verser. Juste un calme stable et concentré, comme si mon esprit avait enfin cessé de négocier avec la douleur qu'il avait appris à tolérer. Mon téléphone a vibré une fois, puis encore, puis sans arrêt. Maman. Maman encore. Puis Camille, puis maman. Je n'ai pas répondu. Qu'ils restent dans le silence qu'ils avaient insisté pour que j'accepte toutes ces années. Quand je suis rentrée dans mon appartement en centre-ville, la maison était sombre, à l'exception de la lueur au-dessus de mon évier de cuisine. Je me suis tenue là un long moment, les doigts pressés contre le comptoir, rejoint la poussée dans ma tête, le choc du sol contre mes paumes, le murmure de ma mère, ne fais pas de scène, sa voix à lui faisant écho derrière elle comme une grille de fer qui claque. Vraie fille. Les mots s'accrochaient à moi comme du givre. J'ai fait bouillir de l'eau pour le thé, juste pour avoir quelque chose de chaud dans mes mains. La vapeur s'élevait, douce et fantomatique, tandis qu'une toute autre résolution s'installait dans ma poitrine. Il voulait me rappeler ma place. Il voulait me faire rapetisser si petite que je disparaisse du cadre de leur photo de vacances parfaite. Très bien. J'allais disparaître, mais pas de la manière à laquelle il s'attendait. J'ai ouvert mon ordinateur portable, pas pour pester, ni pour envoyer un message furieux. J'ai sorti de vieux documents, des reçus de paiement, des factures, des contrats. Chaque morceau de papier que ma mère m'avait demandé d'aider à organiser au fil des ans. Il a toujours aimé prétendre qu'il était le chef de famille. Mais la moitié des responsabilités qui maintenaient cette maison unie portaient mes empreintes digitales. Je ne l'avais simplement jamais souligné. Je ne cherchais pas à le détruire. Ce n'était pas mon but. Je voulais quelque chose de beaucoup plus précis, la responsabilisation. J'ai tout examiné avec un calme détaché que je n'avais jamais ressenti auparavant. Les réparations de chauffage qu'il avait mises au nom de ma mère mais n'avait jamais payées. Les cartes de crédit qu'il utilisait et qu'elle couvrait sans se plaindre. L'entretien de la maison qu'il négligeait même s'il insistait pour tout gérer. Les schémas se révèlent lorsque vous arrêtez enfin de vous excuser de les remarquer. À minuit, j'avais précisément défini ce que je devais présenter. Non pas pour le punir, mais pour protéger la personne qui continuait de le choisir au-dessus de moi sans comprendre ce qu'elle risquait. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai expiré lentement. Demain matin, son monde basculerait, non pas parce que j'avais cassé quelque chose, mais parce que j'avais finalement tenu un miroir face aux choses qu'il avait passé des années à enjamber, et il ne le verrait pas venir. Il s'est réveillé au lever du soleil. Je le sais parce que le premier appel est arrivé à 6h12. Je n'ai pas répondu. J'étais debout à mon comptoir de cuisine, versant des céréales dans un bol, la lumière du matin balayant le carrelage comme si rien d'extraordinaire ne se passait. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer contre le bois. Son nom,
puis celui de maman, puis le sien à nouveau. Au moment où je me suis assise, il y avait 9 appels manqués. Au moment où j'ai fini de déjeuner, il y en avait 17. Au moment où j'ai lacé mes chaussures pour partir, le nombre était passé à 26. Je n'ai pas écouté un seul message vocal. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à un petit cabinet d'avocats dans le nord de la ville, un endroit que j'avais visité une seule fois il y a des années lorsque j'avais aidé ma mère à régler un petit problème avec son assurance. Maître Dumas s'est souvenu de moi instantanément. Il avait des yeux bienveillants et une voix comme du gravier adouci par le temps. « Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Léa ?» J'ai fait glisser un dossier sur son bureau. J'ai besoin d'aide pour m'assurer que ma mère comprenne à quoi elle est financièrement liée et à quoi elle ne l'est pas. Il a ouvert le dossier, feuilletant les documents que j'avais organisés pendant la nuit. Déclaration qu'elle avait couverte, réparation qu'elle avait payée, entretien qu'il avait négligé tout en insistant que tout était de sa responsabilité. Rien d'illégal, rien de dramatique, juste la longue et constante trace d'une femme portant un poids qu'un homme prétendait soulever. L'avocat a expiré lentement. C'est beaucoup. Est-ce que votre mère est au courant de tout cela? Non, ai-je dit, parce qu'il ne lui a jamais laissé voir l'image complète, et elle n'a jamais demandé. Il a hoché la tête, songeur. Et que voulez-vous faire? Je veux qu'elle connaisse la vérité. Je veux qu'elle comprenne ce qu'elle a protégé à mes dépens. Il a tapoté 2 fois son stylo contre le dossier. Nous pouvons demander une réunion. Terrain neutre. Présenter les informations calmement. Rien de conflictuel. La confrontation a déjà eu lieu hier soir, ai-je dit doucement. Ceci, c'est de la clarté. Il a hoché la tête à nouveau. Vous n'essayez pas de le détruire. Non, ai-je répondu, juste la version de lui qu'elle pense connaître. Nous avons fixé la réunion pour l'après-midi même. Quand je suis sortie du bureau, l'air froid m'a frappé comme un baptême. Mon téléphone a vibré à nouveau, cette fois avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai laissé sonner. Lorsque l'icône de message vocal est apparue, j'ai appuyé sur lecture. C'était ma mère. Léa, s'il te plaît, rappelle-moi. Il est en colère. Il dit que tu essaies de causer des problèmes. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier soir, mais nous devons parler. Je l'ai supprimé. Non par colère, mais par épuisement. Elle ne comprenait toujours pas que ce qui s'était passé la veille n'était pas un début. C'était une culmination. À midi, les appels manqués étaient montés à 33. J'ai passé le reste de la matinée dans un petit café en face du cabinet d'avocat, réchauffant mes mains autour d'une tasse de café, regardant le givre fondre sur les vitres. Pour la première fois de ma vie, je ne me préparais pas à la prochaine blessure. Je me préparais à la vérité. À 14 heures, ma mère est arrivée au cabinet d'avocat seule. Elle avait l'air fatiguée, son écharpe légèrement de travers, ses yeux cernés de rouge, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Elle a marché vers moi avec prudence, comme si je pouvais disparaître si elle s'approchait trop vite. Léa, a-t-elle murmuré. Pourquoi sommes-nous ici? J'ai fait un geste vers la salle de conférence. Tu vas comprendre dans un instant. Lorsque l'avocat a étalé les documents sur la table polie, elle les a fixés avec le genre de confusion qui se transforme lentement en peur. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle traçait des dates et des montants qu'elle avait complètement oubliés. Pourquoi? Pourquoi a-t-il mis ça à mon nom, a-t-elle demandé. L'avocat a répondu doucement, légalement, il ne pouvait pas être qualifié. Votre crédit portait ses obligations. Vous avez été responsable de la plupart des dépenses du ménage. Elle a cligné des yeux rapidement. Mais il m'avait dit qu'il gérait tout. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. L'avocat a poursuivi, rien ici n'est illégal, mais cela montre un long schéma de dépendance financière qui vous a rendu vulnérable sans que vous vous en rendiez compte. Maman s'est penchée en arrière, la main couvrant sa bouche. Je n'en avais aucune idée. C'était cet instant précis où le récit auquel elle s'était accrochée toutes ces années s'est finalement fissuré. J'ai vu cela dans ses yeux. La loyauté qu'elle avait défendue, le ton qu'elle utilisait pour me faire taire, les excuses qu'elle récitait en pilote automatique. Tout cela est entré en collision avec la réalité assise juste devant elle. Et puis son téléphone a vibré sur la table.
Elle a tressailli, retournant l'écran. 37 appels manqués, tous de lui. Elle n'a pas répondu. Pendant un long moment, la pièce est restée silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du radiateur. Finalement, elle m'a regardé. Hier soir. Quand il t'a poussé, Léa, Je suis tellement désolée. Je ne pensais pas que c'était si grave. Je pensais que vous vous étiez juste disputés. J'ai secoué la tête. Il m'a poussé par terre, maman, devant tout le monde. Et tu m'as dit de ne pas faire de scène. Elle a grimacé comme si les mots eux-mêmes étaient des couteaux. Je ne savais pas quoi faire, a-t-elle murmuré. Il se met en colère quand je l'affronte. Je pensais que garder les choses calmes était mieux. Calme pour qui? Ma voix ne s'est pas élevée, mais elle a traversé la pièce comme du verre. Ses yeux se sont remplis. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes non désirée. Mais je l'ai été, ai-je dit, pendant des années. Et hier n'était pas la première fois. C'était juste la première fois que c'était indéniable. L'avocat s'est excusé pour nous laisser de l'intimité. Lorsque la porte s'est refermée, maman a croisé les bras sur elle-même comme si elle essayait d'empêcher son corps de se briser. Que se passe-t-il maintenant, a-t-elle murmuré. Ça dépend de toi, ai-je dit. Mais quoi que tu décides, cela doit se faire en toute connaissance de cause, pas avec l'histoire qu'il te raconte. Un autre bourdonnement. Son téléphone s'est allumé. 41 appels manqués. Elle l'a mis en mode silencieux sans répondre. Quand nous sommes sortis du bureau ensemble, le soleil d'hiver se couchait déjà, projetant une longue ombre derrière nous sur le trottoir. Je m'attendais à ce qu'elle parte, à ce qu'elle retourne vers lui comme elle le faisait toujours, retenue par l'habitude et la peur. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée à côté de moi, soufflant dans son écharpe, fixant ses chaussures comme si elle était en train de rassembler des morceaux d'elle-même qu'elle n'avait pas touchés depuis des années. Puis elle a dit doucement, « Léa, je veux rentrer. Pas chez lui, chez mes sœurs, juste pour ce soir. » Ce n'était pas un triomphe. Ce n'était pas une vengeance. C'était le début de la responsabilisation. Alors que nous nous dirigions vers le parking, mon téléphone a vibré une fois de plus. J'ai regardé. 47 appels manqués. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste ressenti du soulagement. Il savait enfin que je ne jouais plus selon son scénario. Et demain, il devrait vivre dans un monde où je ne m'effondrais plus sous sa voix, ses attentes, sa version de la famille. Un monde où la vérité avait sa place à table, même s'il essayait de la repousser. Ma mère est restée chez sa sœur, Tata Claire, pendant plusieurs jours. Je n'ai pas pris de ses nouvelles constamment, je n'ai pas plané au-dessus d'elle, ni essayé de diriger ses choix. Pour une fois, elle ne s'appuyait pas sur lui et n'attendait pas que je règle les choses. Elle était simplement assise avec la vérité. Et c'était plus que tout ce que je l'avais vu faire depuis des années. Pendant ce temps, les appels de Marc ont ralenti, puis se sont arrêtés. Pas d'excuses, pas d'explications, juste un silence assez épais pour confirmer tout ce que nous avions découvert. Il ne cherchait pas à comprendre. Il cherchait à contrôler. Et sans public, il n'avait rien à dire. Maman m'a demandé de la rejoindre pour un café plus tard dans la semaine. Quand elle est entrée, elle paraissait plus petite, mais plus stable, comme quelqu'un qui était finalement sorti d'une longue ombre froide. J'ai tout relu, a-t-elle dit, enveloppant ses mains autour de la tasse chaude. Je n'arrive pas à croire à quel point j'étais aveugle. Tu n'étais pas aveugle, lui ai-je répondu. Tu étais fatigué. Et il comptait le dessus. Elle a hoché la tête lentement. Je veux que les choses soient différentes. Je veux apprendre à me défendre, moi, et à te défendre, toi. Ce n'était pas une excuse parfaite. Ce n'était pas un moment parfait, mais c'était honnête, et cela comptait plus que tout ce qu'elle aurait pu dire à la table de Noël. Pendant qu'elle parlait des prochaines étapes, des étapes pratiques, douces, j'ai senti une étrange légèreté s'épanouir dans ma poitrine. Pas la victoire, pas même la clôture, juste le soulagement tranquille de voir enfin ma mère se choisir elle-même. Et si elle pouvait faire cela, alors peut-être que finalement, elle pourrait me choisir aussi. Je n'ai pas quitté ce Noël pour punir qui que ce soit. Je suis partie parce que j'ai enfin compris que me protéger n'était pas une trahison.
c'était nécessaire. Les familles ne guérissent pas par le silence ou l'endurance. Elles guérissent lorsque quelqu'un est assez courageux pour briser le schéma. Pour nous, cela a commencé avec une vérité posée sur une table où je n'avais jamais été autorisée à m'asseoir. Si cette histoire vous rappelle quelque chose que vous avez vécu, partagez-le dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci.